À peine un an et demi après l'adoption de la loi de programmation militaire pour 2015-2019, nous examinons donc son actualisation. Et nous le faisons dans un climat très particulier, marqué par les menaces bien réelles qui pèsent sur le monde, qui s'accroissent et auxquelles la France n'échappe pas. Ce contexte oblige chacune et chacun à se placer à la hauteur de la gravité de l'enjeu en faisant des propositions plutôt qu'en polémiquant. Alors que l'opposition essaye de perpétuer le mythe d'une puissance militaire globale que serait la France, en essayant de faire croire que le budget militaire pourrait augmenter fortement, comme si la contrainte budgétaire n'existait pas, nous nous situons dans une approche pragmatique. Certes, il y a dans ce texte des petites inflexions, notamment dans la baisse des effectifs. Il y a une pause dans la baisse des effectifs, ainsi qu'un petit coup de pouce budgétaire. Nous pourrions rediscuter du fond de ces orientations, mais cela se comprend dans le contexte actuel. J'ai redit pendant la discussion nos divergences avec certains choix lourds de la loi de programmation militaire initiale votée il y a 18 mois, notamment la sanctuarisation, j'ai envie de dire sanctuarisation tout à la fois politique et financière, de l'arsenal nucléaire au détriment des forces conventionnelles. Nous continuons de penser que des choix plus clairs et plus marqués devraient être faits pour mettre en cohérence notre outil de défense avec les menaces d'aujourd'hui, mais aussi avec les priorités diplomatiques de la France. Ces divergences sont connues, elles sont actées, elles doivent être intégrées, mais elles ne nous empêchent pas d'avancer sur d'autres sujets sur lesquels nos positions peuvent être plus convergentes. Et il faut le reconnaître, cette actualisation porte en elle des propositions indispensables à la modernisation de nos armées. Je pense au reformatage du modèle de ressources humaines et à la réduction du taux d'encadrement. Je l'avais appelé de mes vœux lors de la discussion de la loi de programmation militaire initiale et je considère que les nouveaux outils d'incitation au départ vont dans le bon sens. Mais je pense surtout à la reconnaissance du droit d'association des militaires, qui constitue tout à la fois un progrès social et un progrès du droit. Sur ce sujet, mes chers collègues, nous pouvons nous féliciter d'avoir trouvé un point d'équilibre dans la discussion, d'abord en commission, puis en séance, par rapport au texte initial du gouvernement que nous avons sensiblement modifié. Et nous pensons que cet équilibre garantira aux militaires le droit de faire entendre leurs revendications légitimes, professionnelles, dans des conditions qui ne mettront par ailleurs nullement en cause les spécificités de leurs fonctions. C'était là un défi majeur et nous l'avons relevé ensemble. Et je veux saluer sur ce point l'attitude du ministre de la Défense et de la présidente de la Commission, rapporteure sur ce texte, qui nous ont permis d'avancer dans un esprit d'exigence, d'écoute et finalement de consensus. Par ailleurs, les écologistes ont fait adopter plusieurs amendements visant à réaffirmer l'objectif de tendre vers une construction européenne de la défense, une construction de l'Europe de la défense, en dépit d'une réalité de terrain qui est malheureusement bien éloignée de nos espérances. Cela répond, je le crois, aux attentes de certains de nos partenaires européens et de nos concitoyens, et c'était important de le réaffirmer politiquement dans cette actualisation de la loi de programmation militaire. Pour conclure, les écologistes entendent réaffirmer leur opposition de fond à la stratégie arrêtée dans le cadre du livre blanc pour la défense, puis de la loi de programmation militaire initiale, mais veulent également saluer les avancées portées par ce texte. Et c'est donc une abstention que le groupe écologiste, c'est par une abstention, que le groupe écologiste traduira ce positionnement. Je vous remercie.